Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Science et civilisation Ilm wa Hadara. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer le domaine de la médecine interne. Mon invité, Madame Fatem Zahra Al-Alaoui, bonjour. Bonjour professeur, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être présente aujourd'hui avec nous. Donc, je disais médecine interne, c'est votre spécialité. C'est une spécialité singulière que nous allons explorer avec vous. Mais avant cela, peut-être une bonne connaissance de votre parcours ne serait pas superflue. Quelles ont été vos motivations pour faire de la médecine? D'abord, en tant que lycéenne, bachelière, je réfléchis à mon avenir et je me dis, je me trouve bien en médecine, je suis à Casablanca, j'ai l'opportunité d'avoir une faculté à côté de moi, je passe mon concours, je réussis et donc je m'embarque dans cette aventure que je ne regrette pas du tout. Voilà, effectivement, c'est un très très beau métier. Et vos motivations cette fois-ci pour la médecine interne, avant que l'on précise ce que c'est, mais je crois que vous avez fait à la fois des choses autour de la dermatologie et autour de la médecine interne. Alors en fait, sur mon parcours, j'ai fait toutes mes études à Casablanca, oui. Interne de CHU en 91. Je passe par plusieurs services, notamment la néphrologie, des services de réanimation. Et après, je me penche vers la médecine interne qu'à ce moment-là, je connaissais pas beaucoup. Et je la trouve très passionnante. En fait, la médecine interne est le carrefour des spécialités. C'est le point commun entre la médecine générale et la médecine des organes, des spécialités d'organes. C'est une vue holistique, une approche globale du patient qui permet de régler ces problèmes de santé dans leur globalité. Oui. Nous ne sommes pas spécialistes d'organes, nous sommes spécialistes du corps humain. Oui. D'ailleurs, c'est la spécialité la plus longue des spécialités médicales, 5 ans versus 4 ans pour les spécialités d'organes. Oui. Et donc, la médecine interne prend de plus en plus d'ampleur puisqu'elle s'intéresse aux grands syndromes, aux maladies qui ne sont pas très connues par la majorité des médecins et qui posent problème diagnostic aussi. Oui. Nous sommes des diagnostiqueurs. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes où on n'arrive pas à mettre un nom sur une pathologie, on nous envoie les malades. Et donc, nous travaillons en étroite collaboration avec nos collègues spécialistes d'organes. Vraiment. Il est vrai que parfois, il y a une errance médicale quand le diagnostic ne se fait pas et la personne, précisément, va de médecin en médecin. Et là, peut-être qu'il faut mieux consulter un médecin interne, c'est cela? Interniste, pardon, oui. Alors, oui, effectivement, le charme de cette spécialité, c'est que une maladie X peut se déclarer par un signe pouvant intéresser soit un organe, soit plusieurs. Oui. D'ailleurs, notre grand chapitre, ce sont les maladies systémiques. Les maladies systémiques sont des maladies qui touchent plus d'un organe. Quand vous avez par exemple, une maladie qui touche à la fois les articulations, les yeux. Est-ce que le patient va aller chez le rhumato, il va aller chez l'ophtalmo, il va aller chez le dermato, parce qu'on a beaucoup de points communs avec la dermatologie sur certains signes. Et donc là, quand il y a plus d'un organe qui est touché, il faut penser à la médecine. Et précisément, vous avez dit une approche systémique, d'où votre intérêt, je suppose, pour les maladies auto-immunes. Tout à fait. Parce que les maladies auto-immunes, de plus en plus aujourd'hui d'ailleurs, il y a un regain d'intérêt pour ce type de maladie. Tout à fait. Alors, les maladies auto-immunes, leur particularité, c'est qu'elles vont toucher des organes où il y a le plus d'immunogénicité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de développement de complexes humains entre antigènes, anticorps. En fait, la maladie auto-immune se définit par l'existence d'anticorps qui sont des hôtes que nous fournissons nous-mêmes, qui vont se diriger contre nos propres organes et les détruire. Oui, c'est ça. Donc, il y a une auto-immunité qui est physiologique, dont on a besoin pour balayer tout ce qui est, dont les déchets de notre organisme, mais lorsqu'elle atteint un certain seuil qui est, disons, au-delà de que notre corps veut, elle commence à détruire nos propres organes.
Et justement, il y a un regain d'intérêt puisque beaucoup de maladies, dans le temps qu'on disait inconnues, on ne sait pas d'où ça vient, on commence à remarquer qu'elles sont d'origine auto-immune. Oui. Même l'athérosclérose devient maintenant d'origine auto-immune. Donc, vous pouvez préciser ce que c'est? Alors, l'athérosclérose est une maladie vasculaire des vaisseaux, donc artériels, qui se définit par des dépôts de lipides au niveau des artères et les bouches. Et donc, c'est une maladie qui va toucher tout le corps, puisque nous avons des vaisseaux dans tout notre corps. Bien sûr. Et dernièrement, on a remarqué qu'il y avait des possibilités d'explication de cette maladie par des complexes antigènes auto-anticorps qui vont être à la base de l'origine de cette maladie vasculaire globale. Oui, Mais beaucoup de maladies commencent à s'expliquer par cette auto-immunité excessive. Alors effectivement, l'approche holistique, tout le corps, il y a quelque chose qui nous traverse complètement de bas en haut et de haut en bas, c'est la peau. Et donc vous avez couplé vos recherches en dermatologie avec vos recherches et vos pratiques en médecine interne. Expliquez-moi cette interface entre la dermatologie et la médecine interne. Alors, la peau est la fenêtre du corps humain. Oui. Vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, plusieurs organes qui ont cette immunogénicité qui est palpable et qui est visible. Vous avez la peau, vous avez l'œil, vous avez le rein, vous avez le système nerveux et vous avez le vaisseau en général. Et leur parenté, c'est quoi? Leur parenté, c'est que c'est là où, quand la maladie auto-immune se déclare, elle va se déclarer dans ces organes. Et vous avez l'articulation. C'est pour ça que notre intérêt aussi va vers les rhumatismes inflammatoires, parce que pour une maladie X, elle peut se déclarer juste par une atteinte des articulations. Parce que les dépôts des complexes entre antigènes et anticorps se trouvent beaucoup dans ces organes-là. Et donc, la dermatologie a des points communs avec nous, puisque beaucoup de maladies auto-immunes et de maladies de système se déclarent par juste une lésion de la peau, à laquelle il faut faire attention. Je donne par exemple la maladie de B7, vous allez peut-être m'en... Oui, bien sûr, je sais que c'est une de vos grandes spécialités. Un aphte, c'est un aphte buccal ou un aphte des organes génitaux qui va déclarer la maladie. Donc un symptôme, somme toute, assez ordinaire. Un nodule cutané, pour par exemple une maladie telle que la sarcoïdose, peut être le point de départ d'une maladie qui est essentiellement pulmonaire. Donc, les signes cutanés sont très présents dans les maladies auto-immunes. Voilà pourquoi. Les signes articulaires, la même chose. Donc, que ce soit la dermatologie ou la rhumatologie ou même l'ophtalmologie, comme on a dans notre service de médecine interne du CHU de Casablanca, dans lequel j'ai vécu pendant plus de 25 ans maintenant, presque 30 ans. On a des malades qui viennent pour un problème oculaire. Les gens se posent la question, médecine interne, l'œil, il y a une inflammation de l'œil qui est en rapport avec une maladie générale. Il y a une inflammation des articulations qui est en rapport avec une maladie générale. Et tout cela, se rapporte à cette maladie B7 dont vous avez parlé. Alors, la maladie de B7, c'est vraiment il faut la décrire. Type. Oui. C'est une maladie qui touche des pays assez spéciaux, l'Afrique du Nord, le Japon, l'Iran et la Turquie. Ah oui. Oui, c'est une maladie du pourtour méditerranéen qu'on appelait la maladie de la route de la soie, parce que les gens qui venaient d'Asie ont transporté sûrement... Elle est contagieuse, non? Elle n'est pas contagieuse, non, pas du tout. C'est une maladie de système qui touche à la fois la peau, la muqueuse, donc elle donne des aftes. Un afte banal peut être à l'origine d'inaugurer cette maladie, mais ce sont des aftes plutôt récidivants, plusieurs fois dans le mois, etc. Ce n'est pas un afte vulgaire. Une atteinte des yeux, oculaire avec une inflammation, une atteinte cutanée, donc aussi des nodules, des petites boules au niveau sous la peau, et une atteinte des vaisseaux. Alors,
En plus, il peut y avoir des complications importantes telles que l'atteinte du système nerveux. Et cette atteinte oculaire est grave parce qu'une inflammation dans l'œil, c'est du feu. Ah oui. C'est du feu dans l'œil. Si on ne traite pas rapidement, qu'on ne diagnostique pas rapidement cette maladie, le patient peut arriver à la cécité très rapidement. Et donc, c'est ça le message que je veux porter, c'est que quand on a un patient, un jeune qui a plusieurs aftes dans l'année, dans la bouche, dans les organes génitaux, qui se plaint d'une diminution de l'acuité visuelle, rapidement, Oui. il faut agir. C'est une maladie fréquente ou Oui, elle est fréquente chez nous. dans ces pays que vous avez cités, Oui, elle est assez représentée. Oui, tout à fait. Nous, dans le service de médecine interne à Casablanca, on avait une série qui était pratiquement la 4e série du monde. Ah, oui. Justement, j'en arrive à la recherche clinique. Oui. Nous avons des séries très importantes au Maroc de maladies auto-immunes, de maladies du système dans les différents services des CHU au Maroc, qui font que nous avons beaucoup de données. Et les données sont importantes puisque dans d'autres pays, vous avez des petites séries puisqu'ils ont plusieurs centres. Oui. Et les malades sont un peu disparates. Nous avons des centres de référence. Et ces centres de référence font que vous avez des séries de 1000 cas, 1500 cas, 2000, et vous avez un travail magnifique à produire. Oui. Il y a un verre grossissant, malheureusement, dans un pays comme... On devient vraiment pionnier des différents types, des finesses de ces différentes maladies. Et je suppose que, comme dans toutes les autres maladies, la précocité du diagnostic aide à la thérapie petite. C'est ça où il y a le problème de l'errance diagnostique. Oui. Il ne faut pas hésiter. Quand un médecin généraliste voit que le patient a plus d'une atteinte d'un organe, il faut penser à une maladie de système. Quand un spécialiste a, par exemple, une patiente qui vient lui dire « j'ai mal au cœur, j'ai des troubles de rythme, j'ai des soucis au niveau cardiaque », il va voir son problème cardiaque. Il est spécialiste, il va le voir, il va contourner. Mais s'il lui dit en même temps « ah oui, j'ai des problèmes aussi, les articulations, j'ai mal, je me sens très fatigué », il y a d'autres signes. Il faut qu'il hésite à faire appel à son collègue interne. Oui. Et alors, si je reviens à la dermatologie, à la rhumatologie, vous avez travaillé sur des thérapeutiques ciblées pour les rhumatismes et la polyarthrite rhumatoïde n'a pas de mystère pour vous? Oui, alors la polyarthrite rhumatoïde, c'est la maladie type où plusieurs recherches ont été faites sur cette maladie. C'est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent. Nous, si vous voulez, le point commun de toutes ces maladies-là, c'est l'inflammation. Nous sommes des spécialistes de l'inflammation. Et le corps, dès qu'il réagit, il réagit avec du feu. Oui. Voilà, c'est comme ça que j'explique aux étudiants. Oui. Il faut éteindre le feu ou éteindre la base qui entraîne cette inflammation. Et donc, c'est un rhumatisme inflammatoire. À l'inverse de d'autres rhumatismes, par exemple, l'arthrose n'est pas un rhumatisme inflammatoire. La polyarthrite rhumatoïde est inflammatoire. Et donc, elle va créer une inflammation, là encore, des articulations. Mais elle peut toucher d'autres organes. Elle peut toucher le poumon, éventuellement le rein, quelquefois des atteintes aussi cutanées. Mais le principal motif, c'est l'atteinte des articulations des mains et pieds, surtout. Et elle touche beaucoup de femmes, je crois. Elle touche la femme. Pratiquement 5 femmes pour un homme. Ah oui, c'est ça. Mais elle n'exclut pas tout à fait l'homme. Oui, parce que j'avais reçu ici, sur ce plateau, votre collègue, Madame Hajjaj Souni, qui est notre maître et première doyenne. Voilà. Qui a notre modèle. Bien sûr, voilà. Et qui effectivement donnait ces statistiques pour les femmes. Alors, les thérapeutiques ciblées pour les rhumatismes, c'est... Justement. Oui. Ces thérapeutiques ont apparu vers les années à peu près 2000, 2004, 2005. Les essais cliniques ont été pour pas mal de produits, de thérapies ciblées. Elles ont révolutionné ces maladies.
vraiment, nous avons des malades qui se portent très bien avec ce type de thérapie ciblée. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller au cœur du problème. Et le problème, c'est quoi? Ce sont des protéines qui sont spécialistes de l'inflammation. On appelle nous cytokines. Vraiment, c'est les spécialistes de l'inflammation dans notre corps qui sont bénéfiques en temps normal. Ce sont ces protéines qui vont nous défendre contre les bactéries, les germes, les virus, etc. Et donc, nous, quand il y a là encore une production excessive de ce type de protéines qui sont les cytokines, eh bien, ça donne la maladie. Ça donne la polyarthrite rhumatoïde. Ces thérapies ciblées vont venir stopper et disons, neutraliser cette cytokine. Donc, nous, avant, qu'est-ce qu'on faisait? On traitait la douleur, on traitait un peu l'inflammation locale par des thérapies anti-inflammatoires qui sont, disons, non ciblées, qui sont vraiment globales. Qui apparaissent maintenant comme du tâtonnement. Vu que maintenant, c'est thérapeutique. Là, ça va aller vraiment au cœur de la cause. Ils vont neutraliser ces cytokines et le patient n'aura plus d'inflammation. Il se portera mieux et il n'y aura plus de destruction des articulations. Parce que le feu, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il détruit. Il va détruire. Il va laisser les braises derrière lui. Il détruit. Et puis, à un certain moment, même si vous traitez, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est cela. C'est trop tard. Il y a d'autres maladies aussi. Il y a le lupus. J'allais dire, le lupus fait partie aussi de ce voisinage de ces maladies inflammatoires. C'est une maladie qui atteint plusieurs organes. C'est la maladie de la femme jeune, en pleine période d'activité conceptuelle. Oui. Et c'est une maladie qui va être dangereuse pour la femme, mais aussi pour le bébé, pour la grossesse. C'est une grossesse très difficile qu'il faut vraiment suivre pas à pas. Et vraiment, on est heureux quand on a une femme qui a un lupus et qui a un bébé, et que tous les deux se portent bien. Pour nous, c'est le bonheur. Bien sûr. C'est un bonheur. Et donc, le lupus, c'est une maladie, là aussi, qui peut se déclarer par plusieurs signes. Il peut avoir une atteinte des reins. Donc, la malade peut atterrir chez le néphrologue. Il peut y avoir une atteinte des articulations. Il peut y avoir une atteinte des poumons. Et elle est due à des hormones qui sont strictement féminines et à l'exposition aux rayons UV. Donc, vu que notre pays est très ensoleillé, nous avons des formes graves. Ah oui. Et le risque, là aussi, c'est qu'il y ait des morts fœtales, des avortements, des problèmes de grossesse, et aussi, chez la maman, le risque d'insuffisance rénale ou d'atteinte du système nerveux. Et l'insuffisance rénale, si jamais une femme qui est en pleine poussée de la maladie, qui a un lupus, qui tombe enceinte, elle risque de faire une insuffisance rénale et tomber en dialyse, et on perd tout, quoi. Ah oui. Et là, c'est là où où le suivi est très strict. Vraiment, ce sont des gens, des patientes qui ont des maladies chroniques et qu'il faut suivre vraiment de très, très près. Oui, parce que cela se constitue après comme une maladie chronique, c'est-à-dire qui accompagne toute la vie. C'est pour ça. C'est des avec des seuils. Avec des seuils et des poussées. Et des poussées, oui, c'est cela. Par exemple, en été, quand l'ensoleillement est très important, nous avons des poussées de maladies. Et donc, il faut renforcer des fois un peu le traitement. Oui. Toutes ces maladies, il faut qu'il y ait quelque chose qui les calme. Ce sont des maladies dans lesquelles on ne peut pas se permettre de ne rien donner. Bien sûr. On donne des immunosuppresseurs, on donne des choses, même légères, même des petites doses, mais toujours garder sous une médication de fond. Et ah oui, alors merci pour toutes ce passage en revue des spécialités de la médecine interne, parce que c'est une médecine effectivement très spécialisée, et on comprend mieux votre intérêt pour la dermatologie comme interface de cette médecine interne, parce que finalement, comme vous l'avez dit, le diagnostic doit être fait et souvent les symptômes arrivent par la peau. Notre interaction avec l'environnement. Il y a un très très beau passage dans le livre de la piété filiale en Chine
par Confucius, où il dit que le respect dû aux parents vient du fait qu'ils nous ont donné une peau qui nous permet d'interagir avec l'environnement. Autrement dit, c'est un respect cosmique, tellement la peau est importante. Je voudrais, pour le dernier tiers de notre émission, que vous puissiez parler de vos activités institutionnelles. J'ai cru comprendre que vous étiez actuellement professeur au CHU de Lyon, c'est cela ? Je suis doyenne de la faculté de doyenne. médecine. D'accord. Vous y avez enseigné ou vous êtes arrivée plutôt comme doyenne, c'est cela ? Je suis arrivée comme doyenne et j'y enseigne. Ah, et vous y enseignez aussi, d'accord. Bien. Et avant cela, vous avez participé à la création du CHU d'Agadir. Alors, non, j'avais postulé pour Agadir et là, je suis actuellement à Lyon, où nous avons Inch'Allah, la plus grande faculté de médecine, de pharmacie, je dirais, du royaume et même peut-être d'Afrique. C'est un projet royal qui rentre dans le cadre du nouveau développement des régions du Sud lancé par Sa Majesté, que Dieu le glorifie, en 2015. Et la faculté est prête. Elle ouvre tout juste ou elle a déjà elle est en fonctionnement ? Nous sommes dans un complexe provisoire. D'accord. Nous sommes en 3e année de médecine maintenant. Oui. Étudiants au nombre de 520 à peu près, où il y a une trentaine d'étudiants internationaux, sud-africains. Nous voulons créer un hub vers l'Afrique et vers les pays de l'Atlantique et l'Afrique subsaharienne. Et donc, nous recrutons les étudiants de ces pays-là, de ces pays frères. En attente de la construction du CHU, c'est ça ? Le CHU est en phase. Il est pratiquement à 50% construit. La faculté est prête. Donc, nous y allons. La prochaine promotion va y être. Et donc, là, les enseignements sont faits de manière... disons égale, que ce soit à Casablanca, Agadir, Fata. Nous avons nos collègues de toutes les villes qui enseignent. La faculté fait partie de l'université Ibn Zor, qui se trouve à Agadir. Oui. Et donc, nous avons des relations avec la faculté de médecine et de pharmacie d'Agadir qui nous aide pour les enseignants. De même que, comme j'étais à la faculté de médecine de Casablanca, là aussi, mes collègues viennent avec grand plaisir. Vous constituez un réseau, c'est ça ? C'est un réseau où les enseignants viennent en tant que vacataires. Ils enseignent, ils suivent l'étudiant. En général, ça se passe bien. On s'était rencontrés au congrès annuel de pharmacie qui a lieu chaque année à Marrakech. Donc, vous avez aussi cette casquette en tant que doyenne à veiller sur les études de pharmacie. Tout à fait. Nous n'avons pas encore commencé la pharmacie. D'accord. Vous savez qu'au Maroc, on travaille selon les besoins du pays. Donc, on a vu que former des pharmaciens d'officine, ce n'est pas notre objectif actuel. Nous, on veut s'orienter vers l'industrie pharma, vers la recherche, donc tout ce qui est laboratoire. Donc, les pharmacies d'officine, il y a même un surplus, il y a même plus qu'il n'en faut. Et donc, on est en train de réfléchir, d'ailleurs, avec l'industrie pharmaceutique, que je remercie parce qu'ils travaillent avec moi de manière très étroite dans tous les projets. Et on est en train de voir si on va développer plutôt des licences de conseillers en pharmacie, conseillers santé, les pharmaciens hospitaliers, c'est important, les pharmaciens hospitaliers. Tout à fait, les pharmacies hospitalières. Alors, pour avoir un cursus comme ça, on ne peut pas le choisir dès le début. Donc, on risque, si on ouvre la pharmacie, on risque d'aboutir vers de la pharmacie d'officine dont on n'a pas besoin. Je comprends. Voilà. D'ailleurs, vous faites la transition pour mon autre question, c'est que comme vous êtes à la tête de quelque chose qui démarre, c'est aussi l'occasion de réfléchir sur le métier du médecin de demain et le métier du médecin de demain. On voit bien que, d'ailleurs, on parle moins de faculté de médecine que de sciences de la santé, c'est-à-dire qu'on incorpore des éléments qui sont également sociétaux et pas seulement médicaux autour de la santé. Est-ce que tout cela fait partie d'une réflexion globale sur le métier du médecin ? Absolument. Là, les nouvelles facultés qui sont créées ou qui vont être créées doivent aller dans ce sens d'un médecin
non seulement technicien pur, non, mais plutôt humain, un médecin ingénieur, puisque nous allons intégrer de plus en plus de l'intelligence artificielle, de l'IA en santé. Les systèmes d'aide à la décision médicale. Il va travailler avec ça, la télémédecine, la e-santé en général. La cobotique, la robotique chirurgicale. À distance, etc. Donc, demain, le médecin actuel, ce n'est pas le médecin de demain. Oui, et ça va très, très vite. Oui. Et donc, nous devons accompagner ce bouleversement. D'où l'aspect industriel dont vous avez parlé tout à l'heure, de l'industrie pharmaceutique, mais aussi de l'industrie d'accompagnement des médecins, de l'ingénierie. Voilà. Il doit être, médecin actuel doit être en même temps ingénieur et humain. Sciences sociales, d'ailleurs, avec le pacte ESTRI de notre ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, notre ministre a instauré ce pacte ESTRI dans lequel il dit que quel que soit le type d'études universitaires, il faut qu'il y ait des skills qui accompagnent cette formation. Les compétences. Les soft skills, les compétences en digital, les compétences en art, culture. On est dans la Villa des Arts, donc vraiment c'est important. Des compétences en informatique, des compétences en intelligence artificielle. Les bioinformaticiens c'est un des métiers qui va se développer de plus en plus, puisque précisément pour l'interprétation des données de l'IRM, par exemple. J'en ai recruté d'ailleurs. Voilà, c'est très important. On va instaurer un centre d'intelligence artificielle en santé dans la nouvelle faculté pour que justement se regroupent peut-être même des startups après, des idées qu'ils doivent développer sur des systèmes d'aide à la décision, comment interpréter des données, la database et tout ça, c'est l'avenir. C'est vraiment le médecin doit être ouvert sur ce type d'enseignement. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Oui, une dernière phrase, pardon, je vous ai interrompu. Allez-y. Je voulais dire que notre pays parcours une étape magnifique de son histoire. Et je demande aux jeunes vraiment de l'accompagner. Avec la généralisation de l'amour, mais tout à fait, c'est très important. Très important. L'assistance médicale obligatoire. Aux jeunes, s'il y a un message à donner, c'est que c'est le moment de travailler pour son pays et d'avoir des résultats. Et c'est la première fois qu'on a des mesures d'accompagnement extraordinaires qu'on ne doit pas rater. On ne doit pas rater le coche. Merci beaucoup pour votre message. Merci d'être passé nous voir dans cette émission Sciences et Civilisation. Merci, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, pour votre attention et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.